Sugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Au mois de décembre dernier, le gouvernement du Québec, la Nation Innu-Dissipit, Hydro-Québec et la MRC du Fjord-Saguenay se sont entendus pour développer un important parc éolien. Dans une conférence de presse mercredi à Saint-Honoré, le premier ministre du Québec, le chef Dufour de la Première Nation des Innu-Dissipit, ainsi que les représentants des autres partis ont fourni plus de détails sur ce projet de grande ampleur à la frontière du Saguenay et de la Côte-Nord. Le projet éolien sera développé dans la zone Nutinamu-Chauvin du Saguenay-Lac-Saint-Jean et pourra accueillir jusqu'à 1000 MW d'ici 2035. Ceci s'inscrit dans la nouvelle stratégie de développement éolien d'Hydro-Québec, dévoilée en mai dernier, qui prévoit d'une capacité de production d'énergie éolienne de 10 000 MW au cours des 10 prochaines années. Des partenariats de développement éolien jusqu'à 3 000 MW ont également été annoncés dans la zone Chamouchouane au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi qu'environ 1 000 MW dans le Bas-Saint-Laurent. Le partenariat nouvellement annoncé pourrait aussi générer des investissements pouvant atteindre 3 milliards de dollars, entraînant des retombées significatives pour les Québécois, particulièrement en termes de création d'emplois. Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec souhaitent doubler la production d'hydroélectricité verte d'ici 2050. Le premier ministre, François Legault, dit que ce genre de projet éolien ne sera pas une alternative à la construction de barrages hydroélectriques. On veut faire les deux. Puis les deux sont complémentaires. J'essayais de l'expliquer tantôt. Un barrage avec le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau, c'est comme l'équivalent d'une batterie. On peut vider le réservoir, puis donc amener de l'électricité aux heures de pointe ou au moment où il n'y a pas de vent, par exemple. Donc, avec l'éolien, qui est intermittent, ça devient complémentaire. Lundi dernier, le ministère de l'Éducation du Québec a confirmé qu'il supprimait le financement des programmes conçus pour aider à la réussite scolaire des Autochtones, ainsi que des programmes pour l'intégration et la réussite des immigrants. Cette annonce survient seulement 2 mois après un rapport remis en novembre dernier au ministère de l'Éducation par la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. La vérificatrice générale a constaté que le ministère prenait trop peu de mesures pour favoriser la réussite des élèves autochtones qui sont confrontés à d'importantes pénuries de financement. Leclerc a souligné que le manque de soutien affecte la capacité de répondre aux besoins des élèves lorsqu'ils font la transition entre les écoles de leur communauté et les écoles des municipalités du Québec. Le gouvernement Legault a annoncé en décembre que le système éducatif devrait réduire son budget de 200 millions de dollars. Un porte-parole du ministère de l'Éducation a déclaré que les programmes d'aide aux étudiants autochtones et immigrés n'étaient suspendus que temporairement. Dans un communiqué de presse publié mercredi, le conseil de bande Ushakmak-Maniutanam a accusé le Québec de refuser de travailler dans un contexte de nation à nation avec les Premières Nations. Leur réponse indiquait notamment que cette décision démontre que la réussite scolaire des jeunes Autochtones, l'une des clés de réconciliation véritable pour l'avenir, a très peu de valeur aux yeux du gouvernement, tout comme les recommandations de leur propre vérificateur général. Plus de 4 ans se sont écoulés depuis la mort de Joyce Echaquan. Cette mère de 7 enfants, âgée de 37 ans, s'est rendue au centre hospitalier de la Naudière, près de Joliette, pour y recevoir des soins de santé. Elle a ensuite diffusé en direct les propos racistes dont elle a été victime de la part des infirmières de cet hôpital. Le refus de ces infirmières de soigner la femme dont elle se moquait a entraîné sa mort. 4 ans plus tard, le gouvernement du Québec n'a toujours pas reconnu l'existence du racisme systémique et n'a pas mis en œuvre le principe de Joyce. Le principe de Joyce vise à offrir à tous les peuples autochtones un accès égal et non discriminatoire aux services de santé et aux services sociaux. À Manawan, la communauté d'origine des Echaquan, le bureau du principe de Joyce fait tout ce qu'il peut pour que cela se produise. Il promeut le principe de Joyce et met en œuvre des projets qui le respectent. Mardi dernier, le bureau a lancé un programme d'ambassadeurs mettant en avant des représentants de différents secteurs de la santé et des services sociaux. Ces ambassadeurs soutiennent les organisations en proposant des formations sur la sécurité culturelle et sur la manière de respecter le principe de Joyce afin d'améliorer les services sociaux et de santé pour la clientèle des Premières Nations.
On a une psychologue, on a un pédiatre, on est toutes dans divers milieux. Moi, je suis en psychosocial, en relation d'aide. Et alors, on connaît, nous autres, dans le fond, on veut apporter surtout un changement positif quand on rencontre les différentes organisations. On veut surtout affirmer haut et fort qu'on est capable. C'est un grand chemin, oui, mais on est capable de faire changer les choses de notre présence, de notre accompagnement envers les organisations aussi. On est capable de crier haut et fort, de dire justice pour Joyce. Le mois dernier, le journal Indian Time du territoire Mohawk d'Akwesasne a fermé ses portes après plus de 40 ans de production. Le journal a cité comme raison un manque de fonds provenant des recettes publicitaires et il est loin d'être le seul. De nombreux médias autochtones se butent à des obstacles, qu'il s'agisse du financement ou de la diffusion de leur histoire. Robbie Burden présente ce reportage de Savannah Craig. Les médias autochtones sont en crise. En janvier, après 59 ans d'existence, le journal Unuvik Drum, basé à Unuvik, Nunavut, a imprimé sa dernière édition. Quelques semaines auparavant, le journal Indian Time, basé à Akwesasne, avait mis fin à ses activités après plus de 40 ans. Indian Time opened up in 1983, so that was quite a long run. But the last few years, it was difficult to compete with online media. Marjorie Skitters était rédactrice en chef de Indian Time. Elle affirme qu'un grand vide persiste dans la couverture de l'actualité. Now there's a vacuum. There's no media for this community, and there's no media for any Native community that has lost their newspaper. Indian Time et Unuvik Drum ont tous les deux fermé à raison du manque de revenus publicitaires. Même des institutions médiatiques établies de longue date connaissent des problèmes. We were just starting to get advertising from Facebook and that, and we were starting to use it in certain ways and expand on it, and all of a sudden there's no access. Depuis plus de 30 ans, Will Nichols dirige The Nation, un magazine de nouvelles desservant les 9 communautés de la nation Cri des Yu-Itchi. Il affirme que l'interdiction de Meta a nuit à son lectorat sur Instagram et Facebook. Nichols indique que la nation utilise également des subventions du gouvernement, mais il précise que ces subventions sont très limitées pour les médias autochtones. Even after 35 years, I'm only making $40,000 a year, and we really can't afford to pay me any more than that. Steve Bonspiel dirige le journal de Kahnawake, The Eastern Door. It all depends on how it's structured. Il explique que le journal reçoit des subventions, mais que ses fonds sont aussi limités. If we were only doing ad sales and only circulation, we'd be in trouble. The Eastern Door est né en 1992, au cours de la période suivant la crise d'Oka, que les habitants de la région appellent le siège de Kanesatake. Bonspiel explique que le journal a amplifié les voix et les perspectives autochtones à la suite de la crise, à une époque où celles-ci étaient rarement entendues dans les médias. Bien que The Eastern Door reste solide, il y a toujours des décisions concernant la réduction des coûts. Our print bill is so high. I'm like, there's going to come a time where we're like, do we cut this out? Can we make it work online? Même en dehors des périodes de crise, les médias gérés par les Autochtones continuent de remplir de nombreuses fonctions essentielles pour leur communauté de lecteurs. It's important for the community to see themselves in the paper and in any media. That's the only way you can understand who you're writing about, who you're covering, the stories you're covering, why the trauma exists, why certain people won't look you in the eye and why others will talk your ear off for an hour, without asking one question. So all of that is understanding our communities. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Merci, Savannah. Après cette courte pause, une première mondiale pour l'artiste Inuk Simic Komaksit Titsak. Soyez là. Bienvenue. 5 candidats sont maintenant dans la course à la direction du Parti libéral et à la succession de Justin Trudeau.
Trudeau a annoncé qu'il démissionnait le 6 janvier dernier après plus d'une décennie à la tête du parti. Soutenu par plusieurs chefs autochtones du pays, le premier député Mi'kmaq au pays, Hamy Baptiste, a officiellement mis sa candidature la semaine dernière, mais a annoncé hier qu'il désistait la course. Baptiste, député de la circonscription de Sydney-Victoria de la Nouvelle-Écosse et secrétaire parlementaire du ministre des Relations couronnes autochtones, aurait pu être le premier dirigeant de pays autochtone. Baptiste dit qu'il ne voulait pas seulement marquer un moment historique en lançant son chapeau dans la mêlée, mais aussi de s'assurer que certaines priorités étaient mises à l'avant dans cette course au leadership. Il endorse maintenant l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney. Les autres candidats toujours dans la course sont Chrystia Freeland, Karen Gold, Frank Bayliss et Ruby Dalla. Dalla a d'ailleurs déclaré en anglais dans un message sur X qu'elle était désolée de voir Baptiste mettre fin à sa campagne. Son message se traduit comme suit. En tant que défenseur des Premières Nations, j'étais fière de voir une voix de la communauté autochtone dans la course. J'ai hâte d'être une voix forte des Premières Nations, car je crois qu'elles ont besoin de résultats, pas de bruit. Le Parti libéral va choisir leur prochain chef le 9 mars. Et de la politique, on fait place aux arts et à la culture. Montréal a accueilli cette semaine au mai, Montréal Arts interculturel, la première mondiale d'Anxiety, un spectacle de l'artiste Inuk multidisciplinaire Simic Komaxiut-Tsiksak. Simic Komaxiut-Tsiksak est danseur Inuk deux esprits, artiste de cirque, modèle et enseignante basé à Montréal. Yel peut maintenant ajouter directrice artistique à cette liste de réalisations avec sa première production actuellement sur scène au mai. Anxiety a mis 2 ans pour se concrétiser et aborde des sujets profonds comme le traumatisme intergénérationnel et le colonialisme, tout en célébrant le pouvoir de guérison de la danse et du mouvement. Komaxiut-Tsiksak a personnellement bénéficié de ces effets de guérison lorsque sa passion pour la danse est apparue dès un jeune âge. When I was younger, when there was moments of generational trauma or moments where I was dealing with bullies or different things, dance was always there for me. I could always put on music. I could always dance out my feelings, dance out my emotions. So that's something that I carry with this piece. It's a big part of the piece. De la danse en est venu les arts du cirque et des performances avec le Cirque Éloïse et avec le Anawara Dance Theatre. Yel a partagé la scène avec Taboo des Black Eyed Peas et Santi Smith lors des Jeux autochtones et a même apparu sur nos ondes dans la série Pulse. Cette transition vers la direction artistique était non seulement naturelle, elle permettait aussi à Komaxiut-Tsiksak de finalement réaliser un rêve. It's definitely always been one of my dreams. I just didn't know how to actually get there. But I'm very thankful to have the support of a lot of other Indigenous women dancers here in Montreal who have been supporting me quite a bit. And so it's because of them who have opened doors up for me that I've been able to actually dream about becoming a director. En plus de la direction et de la chorégraphie, Komaxiut-Tsiksak monte sur scène dans Anxiety avec 4 autres artistes à ses côtés. Comment explore-t-il l'anxiété dans la performance? We're all on our own individual journey throughout the piece, so we're telling our own stories. And the way I've directed it, I just opened up about my own life and told my own story through this piece, and with that, they found their own journeys as well. So that's kind of the theme, human connection, healing ourselves through dance and through movement. We do a lot of meditation, a lot of breath work in the piece as well. Non seulement c'était un moment spécial pour Komaxiut-Tsiksak d'avoir une première mondiale de son premier show, mais ce fut aussi la première fois que son père participait dans un de ses projets en accueillant les spectateurs. A lot of the show is from my own personal experience of my life, all the beautiful things that I've had to see in my life, all the struggles that I've had in my life, and my family is a big part of that. So to be able to share this with them for the first time is very special to me. Les 2 dernières performances montréalaises d'Anxiety sont demain au mai. La performance prend ensuite la route vers Rouyn-Noranda, Trois-Rivières et Saint-Jérôme. De plus, dans le cadre du spectacle Anxiety, la Galerie du Mai accueillera une dizaine d'artisans-artisanes autochtones,
tout spécialement invité par CIMIC et par la directrice générale et artistique du MAI, Camille Larrivée. Ce qui nous amène à l'agenda communautaire de cette semaine et commençons par ce marché d'art. Profitez d'un temps chaud avec une boisson chaude autour de ces kiosques jusqu'à 19h ce soir et demain entre midi et 19h. C'est au 3680 rue Jeanne-Mance. L'entrée est gratuite et il y a beaucoup de bijoux pour en profiter. Demain matin à Québec, le Festi-Glisse en famille du centre Mamouk a lieu. Avec du patinage, des glissades, d'autres activités hivernales, ainsi qu'un déjeuner et des boissons chaudes. Cela se passe demain à 10h au 51 rue Pointe-aux-Lièvres à Québec. Le deuxième événement organisé par le Centre Mamouk est un Matechan ou Suri qui aura lieu demain à 14h. La Suri aura lieu sur le site de Marchequenot à Saint-Tite-des-Caps. Les participants doivent avoir plus de 16 ans et doivent apporter des serviettes ainsi qu'une offre de tabac pour le créateur. Les hommes doivent porter des shorts et les femmes des jupes longues. Pour vous inscrire, contactez Nathalie Nika-Gay ou Pénélope Gay via Facebook Messenger. Et vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, X, Instagram et TikTok. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Et parlant de dernières histoires, notre dernière portion de l'émission portera sur la tendance croissante à rechercher des moyens de diversifier les revenus et d'accélérer l'autonomisation économique des Premières Nations. Au retour de cette courte pause, nous abordons le sujet avec la grande chef du gouvernement de la Nation Cri, Mandy Gall-Masty. Ne manquez pas ça. Bienvenue. Les termes stratégie économique et partenariat semblent devenir des termes clés pour les Premières Nations. On voit une tendance croissante à rechercher des moyens de diversifier les revenus et d'accélérer l'autonomisation économique. Exemple parfait, 4 Premières Nations ont, le mois dernier, investi dans le Hilton de Québec. Nous avons la grande chance d'accueillir à l'émission la grande chef du gouvernement de la Nation Cri, Mandy Gall-Masty. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Enchantée, Kim. Enchantée de faire votre connaissance. J'aimerais commencer par les comment. Comment le gouvernement de la Nation Cri a-t-il décidé d'investir dans le Hilton de Québec et comment l'accord pour réaliser cet investissement avec 3 autres Premières Nations a été conclu? En premier, j'aimerais dire que je suis très fière de notre projet. La Nation Cri EU, nous sommes une nation qu'on a un dossier qui contient déjà des hôtels dans notre région et à l'extérieur, plus dans une autre marque, Microtel, mais on a reçu une invitation de la nation de Naskapi pour regarder un projet pour le Hilton Québec l'année passée. Puis, quand on a reçu l'invitation, c'était très clair qu'il y avait un partenariat avec 3 autres nations. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que oui, c'est un beau projet économique, mais pour moi, j'étais vraiment fière que c'était un projet qui va être toujours basé sur une grande relation avec les autres nations autochtones. Je trouve que c'est très beau de montrer qu'on est capable de venir ensemble comme ça pour se soutenir. Je suis curieuse de savoir si le Hilton à Québec va se transformer un petit peu avec une image autochtone pour refléter ce partenariat-là. C'est clair que quand on a fait notre annonce à Québec, c'était bien reçu. On avait la présence de maire de Québec qui était là. Mais aussi, il y avait beaucoup de médias, beaucoup d'intérêt sur la grande annonce. Oui, c'est un des buts de notre projet, c'est de peut-être changer un peu le décor, la manière qu'on se présente comme nation autochtone. On verra qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui va venir, mais c'est sûr qu'il va y avoir un peu de changement sur le look.
J'ai hâte de voir ça. La Nation CRI, comme vous avez dit, a réalisé des investissements immobiliers intéressants dans le Sud, en commençant par la décision de construire aussi le projet résidentiel ODA dans le Vieux-Montréal. Est-ce que c'est dans vos plans ou dans les plans de votre gouvernement de continuer à diversifier vos investissements dans le Sud de cette façon-là, avec des investissements immobiliers? On a un grand dossier d'investissement immobilier. Oui, on a plusieurs projets, pas juste dans le Sud. Mais cette année, on a lancé un grand projet pour la Nation EU. C'est de diversifier nos investissements aussi dans le territoire de notre nation, dans les communautés, pour augmenter la présence des hôtels dans notre communauté pour recevoir le monde. On veut ajouter dans notre dossier pour le tourisme. On a un autre projet intéressant dans le Vieux-Port de Montréal, une boutique autochtone pour les artisans. Je vous invite aussi pour regarder le magasin Wachia dans le Vieux-Port. Proche de notre tour ODA, on commence des gros projets pour vraiment démontrer l'image de la Nation CRI dans le Sud, mais le but, c'est vraiment d'attirer aussi du tourisme, la présence du monde qui veut venir faire une grande visite à Iwishchi. Bien, parlons de ce tourisme-là. On a vu récemment le premier navire style cruise ship qui est venu à travers le Saint-Laurent en hiver. Et il y a des gens de l'Europe qui sont venus passer une nuit avec des Autochtones à cette île. C'est vraiment quelque chose de beau qu'on commence à ouvrir nos portes comme ça au tourisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de nations qui vont être intéressées à faire la même chose? Bien, moi, j'ai vraiment un grand rêve qu'il y a un train de tourisme entre toutes les nations autochtones ici à Québec, tu sais, de vraiment débarquer de l'avion à Montréal pour voir les Mohawks, de faire la rivière pour voir les autres nations, de montrer dans le Grand Nord pour voir les Inuits, les Cris, et aussi de passer un tour, tu sais, dans la nation des Inuits dans le Nord pour vraiment apprendre c'est qui les Autochtones de Québec, au Canada aussi. Il y a toujours eu une grande ouverture. Je pense que tout le monde sait qu'on aime recevoir la visite à la maison. C'est quelque chose que je pense pourrait vraiment transformer l'industrie tourisme au Québec. Et c'est très positif pour nous parce que nos peuples, ils sont chaleureux. Donc, c'est le fun de pouvoir partager ça avec d'autres. Et en parlant de partage, ma dernière question pour vous. Il y a plusieurs petites nations qui vous regardent en ce moment puis qui se disent peut-être qu'on serait capable de faire la même chose. Peut-être qu'on pourrait commencer à penser à s'investir. Est-ce que vous avez des conseils pour ces dirigeants-là qui seraient peut-être intéressés à un développement économique similaire? Pour nous, la Nation CRI, c'est un de mes buts de vraiment avoir plus de relations avec les autres nations. Puis, tu vas voir, cette année, on va faire des invitations aux nations autochtones pour regarder plusieurs projets que nous intéressent là, dans des investissements. Mais vraiment, juste de lancer un coup de fil, tu sais, téléphoner, demander des questions, c'est là où la connexion commence. Puis moi, j'ai une grande ouverture de vraiment avoir des grosses relations entre toutes les nations autochtones, pas seulement entre nous, mais aussi avec la nation québécoise ici. Bien, vous êtes facile d'approche. Vous avez accepté notre invitation sans hésiter. On vous en remercie énormément. Et j'espère voir plus de développement dans le futur et j'espère vous revoir à l'émission. Bien, merci pour démontrer notre grand projet. Je suis très fière. Merci beaucoup. D'accord, mec. Ceci conclut les nouvelles nationales de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. On se rejoint la semaine prochaine. D'accord, tout le monde.